Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On a amené la MINUSMA au centre. Est-ce que vous savez que ce n'était pas dans le mandat de la MINUSMA d'arriver au centre du Mali? Jamais. On a déplacé l'insécurité au centre pour qu'on oublie le nord. Pendant ce moment, il y a des mines d'or, des minerais qui sont exploités là-bas. Pas des milliers de Soudanais et de Tchadiens qui sont au Mali. Et des chefs terroristes organisent ça. Pendant ce moment, les gens s'entretuent au centre du pays. Tout le monde a oublié. Les autres sont esclavagisés au nord. À Gao, vous marchez, vos affaires marchent, il y a des assassinats ciblés. Ou bien les vendeurs de drogue, ils viennent. Ils voient à Gao, à Tombouctou, une maison qui coûte 20 millions. Ils donnent 50 millions au propriétaire. Et ils vendent tout de suite. Lui, il est très content, il va construire à la périphérie une maison à 20 millions. Et dans 10-20 ans, on va changer l'organisation sociologique de la société. Il y aura des principautés ethniques. Les Sorins auront leur petit royaume, ils sont très fiers, nous sommes les descendants de Soli Alibert, mais ils savent pas. Les Arabes vont dire, les Touaregs vont dire, les Touaregs ils sont divisés en sous-groupes. On va dire les Oulimeden, les Ifokas, les Idnan. Il y a les livres que j'ai exposés au Touareg l'autre jour. Où en décembre 1893, le gouverneur colonial de Caille a écrit au gouverneur de Tombouctou pour lui dire d'exterminer toutes les peaux blanches dans la région de Tombouctou, d'empoisonner les puits, les pâturages, parce qu'il dit qu'il faut les exterminer et les finir, ou bien le peu qui reste qu'il quitte le Mali. Parce qu'il refusait la soumission, c'était tout. Il n'aimait pas travailler comme eux, ils voulaient les esclavagiser. Vous n'avez jamais vu un Touareg dans ce qu'on appelle les tireurs sénégalais? Jamais. Mais qui les cachait en ce moment? C'était les Songoi, leurs frères. J'ai l'habitude de dire à cette équipe, moi j'ai des grands-parents qui sont morts en Guinée, d'autres sont morts à l'île de Gorée, d'autres on les a retournés après les 15 ans de prison, ils sont morts à Bamako-Koura. Il y a quelques-uns qui sont arrivés au village, ils nous rapportent les choses. Leur sort, c'était quoi? C'était de cacher leurs frères Touaregs et Arabes, mélanger leurs animaux avec les animaux de Songoi. Quand on vous surprend, on vous coupe la tête. Nous, on a des grands-parents, on a coupé la tête, mettre sur une chose et se promener en ville pour donner l'exemple. Mais c'est les mêmes qui viennent dire aux Touaregs aujourd'hui que c'est leurs amis. Même les présidents disent les Touaregs nos amis, les Arabes nos amis. J'ai dit ça aux jeunes Touaregs, celui qui veut, je peux lui montrer ses écrits. Parce que quand j'étais révolté et que j'ai demandé de me sortir de l'équipe qui était là, qui se mettait à plat ventre, tout ce qu'on dictait dehors. Moi, j'ai mis les 4 ans d'opposition à me cultiver. Je partais à la grande bibliothèque de France pour voir d'où nous est venu ce venin-là. Et il y a des livres là-bas qui ne sont plus publiés. Le livre que j'ai écrit sur les rébellions au nord du Mali, le livre le plus ancien que j'ai consulté, il date de 1878. Et le plus nouveau date de 2018, donc sur 120 ans. Mais quand vous lisez, vous allez avoir froid au dos. Parce que les colonisateurs, ils travaillaient au compte du roi. Donc ils écrivaient tout. Même les ethnies qui sont très réceptifs à la trahison ici. Celles qui sont braves, qui peuvent se battre. Vous allez voir dans l'armée de la France de la Première Guerre mondiale, les officiers les plus braves, c'est ceux qui étaient fait la conquête du Soudan. Même quand ils recrutaient les tireurs sénégalais, là, on voyait qu'il y a des ethnies, non pas des gens là-dedans, mais il y a des ethnies qui sont nombreuses. Parce que pendant la conquête coloniale, ils ont étudié quels sont ceux qui n'ont pas peur de la mort, qu'est-ce qui se bagarrent vite, ceux qui se battent jusqu'à la fin, ainsi de suite. Et ils ont tout répertorié. Quand Serval est venu en 2013,
Ils ont choisi le cheminement des concurrents coloniaux pour arriver au nord. Mais nous, on ne sait pas tout ça. On a formaté nos esprits. On vient, je l'ai dit aux uns aux autres avant, quand vous vous réveillez, vous mettez Radio Mali. Quelles sont les nouvelles? Mais maintenant, quand il sert, même si c'est un officier, même le président, il met RFI. Qu'est-ce que RFI a dit? Il allume la télé, il met France 24. Ou peut-être dans un pays anglophone, il met BBC, Voice of America. Après, ils ont quitté les villes, ils sont allés dans les villages, dans les cercles, même dans nos hameaux, dans les langues nationales. Parce qu'on veut qu'il y ait une génération de gens formatés comme ils veulent. Vous grandissez, vous écoutez les mêmes choses jusqu'à un certain âge de maturité. Vous réfléchissez exactement comme ils veulent. La France seulement met 600 millions d'euros. Ça fait près de 40 milliards par an dans RFI, dans les médias. Les Anglais près d'1 milliard dans la BBC. Les Américains n'en parlent même pas. Vous croyez que c'est cadeau? Pourtant, on dit qu'en Afrique, avec 5 milliards de dollars, on peut éradiquer le paludisme. Mais on ne le fait pas. Parce qu'il faut nous soumettre. Moi, j'ai la conviction que ce qui vous arrive, c'est orchestré. Ce qui vous arrive va prendre fin. Parce qu'il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, vous pouvez témoigner. Moi, je suis certain qu'il y a des groupes, soi-disant d'autodéfense Dogon, qui terrorisent d'autres Dogons. Parce que la sécurité ne se sous-traite pas. Un État qui sous-traite sa sécurité, il va le regretter. Parce qu'il y a des gens qui vivent de l'insécurité. Ils ne veulent pas aller travailler dans les champs, se fatiguer, suer et avoir du mille. Ils préfèrent aller menacer des chefs de village avec quelques balles dans son fusil. Et les sacs qu'il doit travailler pour avoir en 9 mois, il les a en quelques semaines. Mais qu'ils soient Dogon, Bambara, Sonra et Peul, c'est la même chose. Abé, comme vous dites les Dogons, quand vos parents veulent se moquer de nous, là, c'est pourquoi moi aussi, quand j'ai l'occasion, je ne les rate pas. Les petits principaux ethniques là qu'on veut nous faire créer là, je disais l'autre jour, même les Dogons aussi veulent avoir la République chez eux, avec un chef. Quand c'est fini, on va mettre les principautés de Dogon en conflit. La fameuse République fantomatique de l'Azawad, je vous assure que s'il l'avait créée, il y aurait aujourd'hui une guerre civile entre les Touaregs pire qu'on aurait imaginé. Les Ifogas allaient chercher à s'imposer à tout le monde. Là où l'Imeden allait dire que leur arrière-grand-père Firoun, personne ne l'a soumis. Les Imgad, comme ils l'équipent dans leurs livres, moi je l'ai vu, que c'est des vassaux. Ils vont se révolter. D'ailleurs, les divisions de la rébellion, là, c'est partie des raisons. Personne ne voulait se soumettre à l'autre. Chaque chef fait sa petite rébellion. C'est des problèmes ethniques. Donc ils allaient se mettre à s'entretuer. Ils allaient choisir une ethnie qui mette au-dessus de tout le monde. Vous savez que le 15 septembre 1907, le colonisateur a édicté un texte qu'ils appliquent aujourd'hui. Qu'est-ce qui est écrit dans ce texte? L'adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. Mais c'est ce qu'ils ont appliqué en 2013. L'armée allait jusqu'à Néfis. Ils ont dit, vous ne passez pas. Ils ont dit aux Ifogas, l'adra des Ifogas, c'est pour vous. Et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. Donc on est allé voir Yad Agali. Parce que moi je vais l'appeler par son nom maintenant. Parce que hier je l'ai interpellé. Il y a trop de sang qui a coulé au Mali à cause de lui. Et nous voulons la paix. On a pris son adjoint, Algaba Saga Intala, de Ansardine. Comme les Américains ont déclaré Ansardine organisation terroriste internationale, cette dissidence de l'adjoint de hier,
s'est transformé en MIA, Mouvement Islamique de l'Azawad. Et ce mouvement s'est métamorphosé comme un insecte, où la larve devient une mouche volante. Il est devenu HCUA, Haut Conseil islamique pour l'Azawad, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, comme le mot islamique sonne mal. Donc une partie des terroristes est venue. L'ASEMA avait été disqualifié historiquement, politiquement. Les Moujao les a chassés du Mali, les a remplacés par des vendeurs de drogue, dont certains siègent dans les institutions. On va s'occuper d'eux. On a renvoyé certains récemment. J'ai félicité d'ailleurs le président du CNT pour ça. Parce qu'avec la vigilance de notre équipe, la personne ne pourra rien nous faire. Comme le shérif de Nioro nous l'a dit. Le Mali sera bien, il y aura même des gens qui vont chercher des visas pour venir. Donc, les Ménélas, les dirigeants étaient cachés à Ouagadougou et à Mauritanie, avec des présidents qui les protégeaient. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. On a amené les Ménélas dans les fourgons de Serval. On a amené les HCUA. On les a collés la nuit. Et nous a sorti un OVNI, objet volant non identifié, qui s'appelait SEMA. Coordination des mouvements de l'Azawad. Et on a dit à l'État malien, maintenant vous ne rentrez pas à Kidal. L'ADRA des Ifogas appartient aux Ifogas, on leur donne, et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. On interdit l'armée malienne de rentrer à Kidal. On envoie les Tchadiens pour servir de chair à canon. On amène les forces françaises de Côte d'Ivoire, d'ailleurs jusqu'à 5000 hommes, avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Et on leur a donné Kidal. Voici ce qui s'est passé chez nous. Mais quand nos militaires ont dit qu'ils vont rentrer à Kidal, quoi qu'il arrive, ils leur ont dit, mais si vous bougez, on vous met une balle dans la tête. Quand les militaires ont dit qu'ils vont rentrer, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté Paris. Paris a touché des hommes politiques ici, qui ont donné des ordres officiels cette fois-ci à notre armée de ne pas bouger. Donc des Maliens, en connaissant de cause ou non, ont été manipulés pour servir de barrage à notre armée. Et depuis, le Mali n'a pu jamais mettre l'armée dans le Néfis. Si c'est pas récemment, depuis 2013, il n'y avait pas d'armée malienne à Néfis. Alors qu'on a plus de 50 000 forces armées sur notre territoire. On ne peut pas aller à Néfis. Parce que, après 2015, on a commencé à cibler les assassinats. Les chefs traditionnels, les marabouts Pello, on les tuait, certains ont enlevé leurs femmes. Pendant 1 an, pendant 2 ans. Quand maintenant les Peuls ont été traumatisés, on a vu quelques jeunes Peuls qui sont dans la nécessité, on donne un peu d'argent, on les rallie. On importe des Peuls, des assassins, on les met ensemble. Maintenant ils visent les hameaux Dogon. On les tue tous, on les brûle, et puis on se cache chez les Peuls. Le Dogon survivant seul, il voit que les tueurs de son père sont allés se cacher chez les Peuls. Le sang coule, ça devient du poison. Ce Dogon aussi se fâche, il refuse la soumission. Ses arrière-grands-pères, des gens vont sortir des histoires. Ah, les Peuls étaient venus vous dominer, il ne faut plus accepter ça. On dit aux jeunes Peuls, ton grand-père était venu s'imposer ici. Voilà des esclaves qui veulent se révolter. Le poison est parti. Et le centre est venu, l'épicentre de l'insécurité. On a oublié le nord. À Gao, on tue les maires, on tue les hommes d'affaires, on coupe les routes, on met une administration parallèle. Il y a des juges, il y a des écoles. On exploite des mines d'or et d'autres minéraux, on les transporte, on ne sait où.
Et les vendeurs de drogue, la drogue prospère, ils ont beaucoup d'argent. Ils viennent à Bamako. L'or, les minerais vont, on ne sait où. On donne à certains qui viennent à Bamako. Ils corrompent toute la hiérarchie. Depuis le sommet de l'État. Les conseillers, les magistrats, les officiers, tout le monde. Et ils ont ce qu'ils veulent. Et personne ne parle. Comment vous pouvez imaginer qu'on vienne tuer 140 personnes, des femmes à Ourossagou, on les tue, des enfants. Le président vient, il pleure, il menace le chef d'état-major qui tremble. On nous montre l'image. Des militaires sont assis, ils tremblent eux-mêmes. J'ai dit à un d'entre eux récemment, quand le président menaçait votre chef là, moi j'étais vu à la télé. C'est aujourd'hui qu'il peut dans l'Inken là, me montrer qu'il était un homme là. Moi j'ai été homme, depuis ce moment, je lui ai dit que vous êtes en train de vendre le Mali. Je leur ai dit que ce que les rebelles n'ont pas eu sur le terrain, ils n'ont pas eu sur les négociations. Le gouvernement s'est caché ici pour faire un papier, aller à l'ONU et le valider et l'imposer aux populations du Nord. On a dissous tous les organes au Nord, élus. On les a remplacés par qui? Des gens qui sont nommés par les chefs rebelles ou les gens qu'ils corrompent à Bamako. Donc le pouvoir politique est donné au mouvement terroriste, au mouvement rebelle. Or c'est ce qu'ils cherchent. Et après, on fait les budgets. Allez-y voir aujourd'hui combien d'argent on a envoyé au Nord aux autorités intérimaires. Demandez de vous dire les routes et les puits qu'elles ont faites. Rien. Les gens vont dans la banlieue de Bamako. Ils se partagent. D'autres mettent dans leurs affaires. On corrompt quelques responsables qui peuvent juger, des politiques, des juges, des officiers. Et la vie continue. Au bout de 15-20 ans, qu'est-ce qui va arriver? Toute la génération là va mourir. Qui va venir aux affaires? Ce sont ces jeunes effrontés, jouisseurs, qui sont heureux d'avoir 4 nationalités, qui voyagent. Quand ils se baissent, il y a un passeport qui tombe, ils cachent les autres. Et ils s'infiltrent dans les institutions. Ils deviennent ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères et en fin de compte président. Mais j'ai dit à un parent, un Malien de l'extérieur, est-ce que pour servir son pays, on doit être président seul? Mais dans un pays, il n'y a qu'un seul président. Le fait qu'on dise qu'on ne peut pas être président si on a plusieurs nationalités, ce n'est pas contre vous. Vous pouvez être de bonne foi. Mais il y a des gens qui ne le sont pas. On en a eu la preuve maintenant. Un ministre de la Défense, il peut avoir accès à tous les secrets défensiers politiques que le Mali a signés. Et si vous prenez un ministre qui a plusieurs nationalités, il fait 5 ans. Même maintenant, il photocopie tout, on le sort du gouvernement, il met dans son sac, il voyage, il rééchelonne sa deuxième nationalité. On a même donné sa valise au service secret, on lui donne un boulot, on l'a déjà vécu ici. Vous avez un ministre de la Défense, des Affaires étrangères, qui est dans un réseau de cadres chargés d'informer un pays donné. Vous êtes ministre de la Défense d'un pays, ministre des Affaires étrangères, vous êtes conseiller spécial d'un autre pays. Mais c'est quoi ça? Mais c'est dans le Mali. Les organes sont démocratiquement élus. On tue les Maliens. Si vous parlez, on vous casse la tête. Un officier qui se met à dire qu'il n'est pas d'accord, et toute la hiérarchie, on le brise les reins, on le sort. Les autres se taisent. Un homme politique qui fait, quand les élections finissent, ils vont voir le ministre de l'administration, on voit toutes tes voix, on te donne 0. On dit que lui ne représente rien. Aux élections, il n'a rien eu d'ailleurs. C'est eux qui fabriquent les chiffres. Le président, on l'élit. Avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce, c'est Macron qui envoie une lettre de félicitations. Il appelle tous les présidents africains. Les félicitations nous pleuvent à la télé pour intimider le peuple. Que tu veux ou non, il est élu. Et c'est le sort qu'on nous a réservé. Et moi, je dis à tous les gens, un jour viendra. Ce peuple-là, il va sécuriter des gens. Un jour va venir. On ne va pas accepter ça. Et ce jour-là est venu.
Les gens pensaient qu'ils se sont retrouvés contre Ibeka. Moi, je n'ai rien contre lui. La preuve, c'est que dans nos manifestations, j'ai toujours expliqué aux uns aux autres, n'insultez pas les personnes. Défendez vos idées. Tous ceux qui venaient faire des attaques personnelles, ils vont le voir la nuit pour lui prendre de l'argent. Il paraît qu'il y en a même qui ont oublié leur téléphone chez lui. Il y a des gens qui ont pris 20 millions quelques semaines avant pour aller se soigner. Ils sont venus dans les manifestations en train de l'insulter. Moi, je ne l'ai jamais insulté. J'ai parlé d'une oligarchie plutocratique. C'est-à-dire un noyau constitué d'hommes politiques, d'officiers, de juges, d'hommes d'affaires qui ont pris notre peuple en otage. Ils ont tous 2 à 3 nationalités. Quand le pays se sera désintégré, ils prennent l'avion, ils refont leur vie là-bas. Entre-temps, les principaux ethniques vont être en guerre et ils vont exploiter les minerais, ils vont exporter chez eux. Comme je dis, il y a un pays qui n'a rien chez lui. Dans quelques années, il va être le premier producteur d'or. Mais d'où vient l'or? Ça vient de chez nous. Entre les ministres voyagent, on les monte à la télé, on danse. J'ai expliqué aux gens à Bougouni en 1995. Le président était là-bas pour faire le Niaga à l'occasion de la fête des agriculteurs. Mais à le même moment, les Bamana et les Miankas se sont tués. Il y a eu plusieurs morts dans la région de Bougouni. Mais on a organisé une fête des paysans. Il y a un des ignorants qui se mettent à Korofé, à Doumanga et Ressoro. L'avenir du Mali, c'est au nord. L'or qu'ils exploitent là, c'est pourquoi ils voulaient diviser le nord. La terre est fertile. Il y a beaucoup de choses. Vous avez entendu dans mes dernières déclarations ce que Rebelle a dit, ce qu'il y a au nord. Et puis dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, la population du Mali serait 50 à 100 millions d'habitants. Le Nigeria aujourd'hui a 240, aux indépendances c'était 40 millions d'habitants. Les Turcs sont 80 aujourd'hui. À la chute de l'Empire ottoman, quand on a reconstitué la Turquie, ils ne dépassent pas 20 millions. Donc les Maliens auront un problème de ce qu'on appelle l'espace vital. Dans le temps, les gouvernements ont fait la guerre pour avoir l'espace. Chez nous, cet espace-là, il y en a qui veulent se l'approprier. Les barrages de Taoussa, ce barrage-là devait être construit depuis dans les années 90. Les Chinois qui sont venus ici pour sa construction, le président a négocié personnellement avec Deng Xiaoping. Vous venez vous exploiter l'or et la part du Mali sert à construire le barrage. Parce qu'on lui a dit que les Occidentaux lui ont dit qu'ils ne construiront jamais le barrage. Donc construisez le barrage de Taoussa. Avec Selengue et Manantali, c'est terminé. Le problème d'énergie du Mali est réglé pour les industries. Et l'énergie solaire, le CRES que vous voyez, qui est devenu une salle de réunion, c'était fait pour qu'il y ait l'énergie solaire dans toutes les familles. On ne devait plus être en problème d'électricité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a renvoyé, le lendemain, on a dit aux Chinois, prenez vos clics et vos claques et rentrez chez vous. Et puis on s'est mis à partager des permis miniers en créant des comptes offshore. Il y a des individus ici qui ont des mines, qu'ils vendent, ils s'enrichissent, ils sont à Bamako, ils vivent comme ça. Les Maliens ne voient pas l'or, ils ne savent même pas où ça va. On a oublié tout ça. Les Russes, ceux qui veulent peuvent témoigner. Les Russes étaient à Markala. C'était pour transformer les ateliers centraux Markala en une usine de production de toutes les pièces de rechange d'armement que l'Union soviétique fabriquait. Des cartouches aux missiles. La villa qui est là-bas, où on a gardé le président, l'ancien président à la fin de ce service, ça a été construit pour qu'un général russe, qui serait le directeur des ateliers, c'est son logement, il devait construire 200 000 hectares dans les Mama Farimanké pour l'aménager les paysans, pour les paysans et l'ajouter. Et avoir l'autosuffisance alimentaire avec ce qu'il y a dans le barrage de Taoussa. La retenue d'eau dans les barrages de Mopta, ça va jusqu'à Mopti. Le Mali était à son envol. Mais les Russes là, on leur a dit de prendre l'avion et quitter le Mali.
comme les fers à béton, le ciment qu'ils ont amené, on ne peut pas le tendre. On a vendu à des gens qui étaient là dans les micros. Le président, c'est un voleur. Moi, j'ai fait la prison. On ne sait même pas si c'est un escroc. Moi, j'ai eu quelqu'un ici, je l'ai dit. Comme entre nous en politique, on se cherche. J'ai dit, tu es un fils de voleur et un traître. Ton père a détourné de l'argent, on l'a mis en prison. Donc si tu es contre le président, c'est son droit. Tu es un traître parce que pendant la guerre de 86, tu étais dans un pays étranger en train de manifester contre le Mali. Aujourd'hui, tu viens te pavaner pour dire que tu es un patriote. Voici des patriotes que les gens voulaient. Donc, on a cassé notre armée. Je vous fais cela en développant parce que je veux que vous compreniez ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, j'ai dit que Mali et Monebo Déonsoro, notre armée a sécrété des hommes avec lesquels nous sommes en train d'organiser la restauration de l'État malien. Ce malade qui était couché, on le piétinait, on veut le nourrir, le soigner, le faire asseoir, le faire marcher, le faire courir. Et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est le Nord. Nous ne voulons plus de la gestion du Nord par procuration. Et notre armée a décidé, notre peuple a décidé qu'on va prendre le Nord. Mais le centre, partout où il y a les attaques, San, Kolokani, chez vous, le ministère de la Défense est là. Je crois que l'armée prendra les dispositions utiles pour mettre fin à cette chienlit. Parce qu'il y a même des Dogons chez vous qui sont dans ces groupes armés qui terrorisent des Dogons. Ce n'est pas seulement les peuples, vous pouvez le témoigner. Parce que quand il y a un pouvoir politique qui sous-traite la sécurité, à un moment donné, comme on a humilié les Dogons, on donne des armes aux Dogons, il faut vous défendre. Mais à terme, il y en a parmi eux qui croient que quand ils ont les armes, ils vont tuer leurs parents pour avoir gratuitement ce qu'ils ont. Il y a des jeunes peuples ignorants qui se nourrissent de ça. Vous imaginez, quelqu'un va quitter, venir tuer ton voisin, tu es marié à sa sœur. C'est ce que j'ai dit un jour à l'imam Diko. J'ai dit, les gens qui ont été tirés dans ta mosquée, le 10-11 juillet, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas pour le maintien d'ordre. Ils n'étaient pas en train de manifester. Ce n'est pas un moment de l'histoire où les gens étaient partis voler, ils sont morts, on a dit que c'est le président qui les a tués. Là, ils étaient dans la mosquée en train de prier, on vient tirer sur eux pendant 3 jours. Vous croyez que c'est le maintien d'ordre? Il faut être naïf. Depuis ce moment, j'ai dit aux gens, faites attention. C'est fait pour qu'il y ait une riposte à partir de votre mosquée. Dès qu'il y a une riposte là, on va venir tuer tous les fidèles. Déposer des armes et dire qu'on a trouvé une cellule terroriste dormante. Même vos propres militants vont dire, Dja, nous on est avec ces gens-là, au complot là. Vous ne pourrez rien démontrer. Moi je l'ai dit aux gens du M5. Ceux qui ont tué les gens dans les mosquées là, soit c'est des Maliens sans conscience, soit c'est des étrangers qu'on a habillés en tenue malienne. En tout cas, l'objectif, ce n'est pas le maintien d'ordre. Ça s'est fait depuis le 10-11 juillet. Déjà, il y a eu le renversement du jeudi, c'est le 18. Mais ce jour-là, je l'ai dit aux gens, heureusement, l'imam Diko m'a écouté. Mais, le 27 juillet 2020, c'est le chef de l'État du Mali qui a dit dans une conférence du G5 Sahel qu'au Mali, le M5 est une organisation terroriste. C'est ce jour qu'il a compris le sort qui nous était réservé. Si on avait tué les gens dans la mosquée ce jour-là, on allait nous attraper tous et le mouvement est fini. Les Maliens n'ont aucun espoir. Mais Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Ça continue jusqu'au jour où des gens, je ne dis pas c'est les plus courageux dans l'armée, mais en tout cas les circonstances ont fait que c'est eux qui étaient là ce jour-là. C'est l'armée qui a sécrété des gens. Mais nous n'en avons monnaie pour Maliens là. C'est pourquoi je les appelle des monnaies dignes. Les gens qu'on nous montre là, ce n'est pas seulement. Vous savez, l'armée c'est un tout. Pourquoi ils ont duré avant de venir parler? Ils étaient en train d'arranger pour s'entendre parce qu'ils ne veulent pas la division.
Mais tout le monde n'était pas forcément d'accord, parce qu'il y avait des officiers qui vivaient de cette situation. Ils n'étaient pas d'accord. Il y a des hommes politiques, même certains étaient dans le M5 qui faisaient des bruits. Je vous dis, il y a certains qui insultaient, mais la nuit, ils vont chercher à prendre de l'argent. Ils oublient les téléphones, d'autres cherchaient à être à la haute cour de justice, à la cour constitutionnelle, d'autres cherchaient à être président. C'est pour cela que dès que le président est tombé, le mouvement s'est disloqué. Il y en a qui ont commencé à monter la nuit à Kati. Parce que dans ce mouvement, il y avait 4 groupes que j'ai identifiés très tôt. Parce que c'était difficile de maintenir les gens ensemble. Il y a un groupe de jeunes qui étaient venus uniquement parce qu'on ne les a pas appelés à la soupe. Ils insultaient pour qu'on les appelle la nuit, leur donner de l'argent. Quand ils viennent dans nos réunions, ils voulaient nous pousser à la violence. Il y en a qui nous disent, on va finir avec eux aujourd'hui. En fait, c'est pour transformer notre lutte politique en lutte juridique. On commet une infraction, on nous prend, on nous met en prison, le mouvement est mort. Le deuxième groupe, ce sont ces gens-là qui vont prendre l'argent la nuit, qu'on va soigner à 20 millions 2 mois avant, mais qui viennent être dans les manifestations, ou qui voulaient juste échanger un poste de nuit. Donc tous les bruits là, en réalité, c'était pour qu'on les appelle à la soupe. Ça, c'est le deuxième groupe. Il y avait le troisième groupe qui voulait nous manipuler, juste pour qu'on arrive à changer quelqu'un à la tête. Mais il y a des gens qui nous ont dit, nous ne voulons pas du départ de Ibeka, on veut juste que Boubou quitte. Donc, ce n'est pas le mal qu'on cherche à soigner. On cherche à régler un problème contre quelqu'un. D'autres nous ont dit, ça c'est des ambassadeurs qui ont forcé pour nous voir, nous on ne veut pas que Boubou quitte, on veut que le président parte, mais lui vous le gardez. Moi j'ai entendu tout ça. Et il y avait le 4e groupe. Ça c'est l'écrasante majorité des Maliens qui voulaient juste que ça change. Ils n'étaient pas contre quelqu'un. Ce groupe-là, c'était difficile de maintenir les gens. Il y a des gens du M5 ici. Il y avait des jours où on m'insultait père et mère. Des jeunes viennent de je ne sais où, viennent m'insulter jusqu'à baver. Parce qu'on leur a dit, énervez-le pour que le groupe se casse. Parce que si le groupe s'était cassé avant le 18 août, les militaires là n'allaient jamais avoir le courage de renverser le régime. Parce qu'ils avaient peur que l'opinion se mette contre eux. Donc il fallait pouvoir maintenir l'unité du groupe là, pour encourager les citoyens qui veulent changer les choses. Dieu merci, on a pu maintenir le groupe jusqu'au 18 août. Dès le 18 août, certains ont disparu. Ils ont commencé à aller à Kati. Ah, ceux qui veulent changer là, c'est les politiciens. Ils ne valent rien. Et c'est notre génération qui doit diriger. On est tous jeunes. Et il y en a plein dans les institutions aujourd'hui. Moi, je les vois souvent, je leur parle. Chaque fois qu'ils prennent la parole, ils tapent sur la tête du Premier ministre. Comme ils le faisaient sous les M5. Sous les M5, là, on ne parlait pas. Mais tous les soirs, ils subissaient des humiliations. Un agent de Mahmoud Diko, c'est un escroc dans la maison de Diko. Mais j'ai tout subi. Beaucoup de ces gens-là sont dans beaucoup de conditions. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe qui allait voir les militaires. Vous gardez le pouvoir, vous me nommez Premier ministre, vous me donnez une partie du gouvernement. Ils ne venaient plus aux réunions. Ces DM5 sont là. Moi, ce que je dis là, je sais que ça va être publié. Donc, à écouter celui qui n'est pas d'accord, n'a qu'à dire que c'est faux. Ils ne venaient plus aux réunions. D'autres, chaque fois que je vais chez eux, on me dit non, ils dorment. Ou ils sont allés à Kati. Jusqu'au jour, on est venu nous dire, bon, on vous demande de donner le nom d'un premier ministre. Tout le monde a sauté. Moi, comme dans les classes là. Quand les gens ont fini, je leur dis, écoutez, un État, ce n'est pas une ONG. Un Premier ministre, on ne le recrute pas à partir d'un CV. Le CV ne vous dit pas qui est la personne lui-même, ça te donne juste ses diplômes. Ces gens ont déjà leur Premier ministre, c'est pour nous rouler dans la farine. Personne ne verra mon nom là-dedans. On m'a mis en minorité. J'ai seulement donné les noms. Oui, vous avez Tchouma, Djadja, Luka Premier ministre Bouboulo déjà. En fait, c'était juste
pour les déshabiller devant l'opinion, pour dire que c'est des chercheurs de place. Mais qui leur a donné le Premier ministre? Il a fini par le dire. Vous vous trouvez dans une équipe, avec ce qui se passe. Moi, je l'ai dit au président Moussa Traoré, je vous le dis la vérité, avant qu'il ne meure, il m'a appelé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Notre pays est en train de perdre sa dernière chance, jusqu'à ce qu'il tremblait. Parce que si vous ne nous aidez pas mes enfants, le Mali ne s'en sortira pas. J'ai dit, monsieur le président, tes enfants ont venu parachever une lutte que nous avons conduite. Mais tes enfants ont pris la mauvaise route. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire un pouvoir qui s'installe, qu'il soit par succession dynastique, par révolution, par coup d'État, par démocratie, qu'un nouveau pouvoir s'installe et il veut construire la vision avec les gens de l'ancien pouvoir. C'est comme un président qui va aux élections, une fois qu'il est élu, il dit à son équipe, bon, allez-y vous reposez, votre temps est fini. Il appelle le directeur de cabinet de l'équipe adverse, il dit, bon, on forme le gouvernement pour gérer le pays maintenant. Mais il ne va jamais réussir. J'ai dit au président Moussa, il faut parler à vos enfants. Il me dit, non, je vais les convoquer pour leur parler. J'ai dit, président, attention, vous n'êtes pas chef d'État maintenant, vous êtes un ancien chef d'État. Il dit, ah, je vais les appeler. Il me dit, je vais parler avec eux. Parce qu'il y a beaucoup qui ne les aiment pas, qui courent derrière eux aujourd'hui. Ce n'est pas leurs amis. Bon, entre-temps, il est mort. On a fait une année. Les gens du M5 sont là. Tous les groupes dont je vous parle là, ils ont tous disparu. Les premiers groupes, ils se sont fait nommer dans des postes, ils gagnaient beaucoup d'argent. Le deuxième groupe, ont commencé à se bagarrer. Ils étaient dans le M5. Le troisième groupe ont eu ce qu'ils voulaient avec les militaires pendant un moment. Et le groupe a failli se disloquer. J'ai dit à certains, dans la lutte politique, il ne faut pas chercher à gagner toujours. Il faut suivre une conviction. Le Mali va rentrer dans une impasse tôt ou tard. Parce que cet alliage-là ne marchera pas. Les revendications des Maliens étaient d'ordre de 5. Renforcer l'armée. Lutter contre la corruption et l'impunité. Faire la réforme constitutionnelle. Faire les assises nationales. Installer un organe unique indépendant pour les élections. Et en plus, il faut appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation. Là, on était divisés. Peut-être certains ne voulaient même pas entendre parler d'accord. Moi, j'ai ajouté des substantifs. Dès que je suis devenu premier, j'ai mis application intelligente. Certains m'ont dit, mais ça veut dire quoi? J'ai dit, vous verrez ce que ça veut dire. On est en train de l'appliquer intelligemment, non? Ça, c'est l'accord. Et la conclusion d'un pacte social pour une trêve sociale. Je suis arrivé ici, trouver l'UNTM en grève. J'ai réuni les syndicalistes. On est resté jusqu'à 1h. J'ai réussi le dimanche, toute la nuit. Après, j'ai réuni mes collaborateurs. J'ai dit, mais écoutez, dites-moi quel est le problème avec les syndicats. Et je me suis rendu compte, en réalité, ce que je subodorais, c'était ça. Il y avait des gens qui avaient intérêt à la persistance de la tension. Sinon, il n'y avait pas de problème avec l'UNTM. J'ai dit, on va le signer. On a signé. Il faut me boire là. Chez Moulika Bafankan, comme on dit. Mais au moins, ceux qui s'attendaient à une nouvelle tension là, ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent. Parce que ce qui était prévu, c'était de créer un nouveau coup d'État. Mais pas pour la rectification, parce que le mot rectification là aussi, on a fait des heures là-dessus. Les gens ont dit non, ils ne sont pas d'accord. On voulait juste changer quelques pièces du puzzle. Il fallait enlever le président, enlever le ministre de la Défense, enlever le ministre de la Sécurité. Et
On appelle les partis à ce qu'on appelle le comité d'orientation stratégique. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais l'objectif final, c'était de toute la classe politique se retrouve dans un réceptacle politique. Comme il n'y avait plus de parti qui dirige, et ce réceptacle-là va faire un appui autour du Premier ministre. Donc c'est ce réceptacle-là, c'est celui qu'on allait s'appuyer pour prendre les toiles et les livrer aux ennemis du Mali. Parce que certains ont vu, ils se sont dit, ces trois-là, vous devez mener vos Maliens là. Il faut les neutraliser. Et ça a failli marcher. Parce que certains ont voulu accepter. Pendant 11 jours, on n'a pas fait le gouvernement. On nous dit, vous prenez 7 ministres d'État. J'ai dit, je ne prends rien. Moi, mes convictions, là, je les ai depuis 2010. Un gouvernement qui ne veut pas critiquer, qui ne veut pas faire de réformes, qui ne veut rien faire. L'armée, c'est normal, parce que ceux qui voulaient enlever là, ceux qui s'occupaient de l'armée a commencé à s'équiper. Je vous assure, ma conviction, je l'ai dit aux gens du M5. Si jamais les militaires là avaient accepté de faire ce qu'ils veulent, on va les laisser faire 30 ans au pouvoir encore. S'ils avaient accepté juste ce qu'ils ont trouvé, ils n'étaient pas partis chez les rues chercher des équipements. Ça veut dire qu'ils allaient dans leur jeu. Ils allaient les laisser. Nous, on allait crier dans la rue, là, on allait frapper certains, les mettre en prison et l'affaire est finie. Donc il fallait une conviction politique que l'avenir de notre pays passe par le maintien de ceux qui ont renversé le régime. Il y a beaucoup de chefs de parti du M5 qui étaient dans le comité d'orientation stratégique. Vous pouvez regarder les PV. Je leur ai dit que je ne parle pas. Et la masse malienne qui veut le changement, la majorité des membres du comité stratégique du M5 disent qu'ils ne seront pas là-dedans. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Mali. Mais ceux qui cherchaient les places et le nom sont partis où? C'est comme ça que c'est venu. Quand ça a chauffé, on ne nous a pas dit d'envoyer des CV. On nous a dit, proposez-nous un Premier ministre. J'ai dit, ça c'est un débat qui est intéressant. On a fait 3 heures de débat sur 6 candidats. Et à la fin, il y a un candidat qui a émergé. C'est son nom qu'on a donné aux militaires. Ce n'est pas un CV. Personne n'a demandé un CV. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas demandé de CV. Si quelqu'un avait demandé un CV, j'allais lui dire de garder son affaire. Vous croyez que c'est les CV qui font des gens présidents? Cette histoire de CV pour nommer des ministres, c'est venu chez nous en 92. C'est une façon de fragmenter la société. Quand un président ne veut pas de vous, il dit à ton parti, envoyez-moi 3 CV, et il prend celui qu'il veut. Après, il l'appelle, il chuchote à l'oreille. C'est moi qui t'ai pris, hein. Ton président là ne voulait pas de toi. La preuve, c'est qu'il t'a mis le 3e. Donc, dès qu'il rentre dans le gouvernement, les ministres commencent à tourner le dos à leur chef de parti. On a fragilisé. Vous regardez tous les partis qui sont disloqués là. C'est des ministres qui sont dans le gouvernement qui sont devenus, comme l'autre s'est fait appeler ministre citoyen. Il dit que lui ne peut plus sortir parce que lui, il est citoyen du Mali. Alors que quand il est rentré au nom de son parti. Donc c'est une invention, une façon de nous diviser, de diviser les partis. Sinon, quand tu fais une lutte politique, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour exercer la fonction politique. Si vous dites que vous êtes venu lutter contre la corruption, tu as besoin d'un diplôme pour ça. Mais il y a les juges pour ça. Les juges n'attendent que l'instruction et les lois. C'est ce que je dis à certains qui semblent qu'on ne bouge pas. Je dis, mais attention, les juges là, on les accuse pour rien. Il y a un peuple qui s'est révolté, qui voulait le changement, qui a renvoyé l'ancienne classe politique. Mais on n'a pas changé les lois. Mais les juges, ils ne font qu'appliquer la loi. Si un problème va, il prend la loi, il l'applique. Maintenant, quand vous perdez, vous dites que non, il faut renvoyer tous ces juges-là, c'est les gens de l'ancien régime. Mais si vous ne lui avez pas donné de nouvelles lois, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le problème que les Maliens ont aujourd'hui. Ce que les gens veulent et ce qu'il y a dans la loi, c'est différent souvent. Mais le juge, lui, il applique la loi. J'ai donné l'exemple récemment. Des gens qui prennent la période de servitude des rails, c'était 40 mètres des deux côtés.
Mais il s'est trouvé des hommes politiques qui ont pris des lois pour amener à 10 mètres, pour vendre le reste. Ceux qui sont chauves là, il faut faire attention, hein, parce qu'on risque de lotir vos têtes là, si vous n'avez pas de chapeau. Parce qu'il paraît que quand ta tête, il n'y a rien là-dessus, on va les lotir. Et ils ont loti. Donc les rails à 10 mètres. Et ça, ce n'est pas un juge. Si vous partez vous plaindre chez le juge, il ne peut pas vous donner raison. Il a la loi qui dit que c'est 40 mètres. Ça n'a pas suffi. Il y a des gens qui sont venus construire sur les rails. Ça, ce n'est pas le juge. Ou bien il y a une zone, par exemple, qu'un pays étranger veut acheter pour faire ce qu'on appelle un port sec. Il veut y débourser 30 milliards. On lui dit de venir. Moi, j'ai conduit une délégation. Le chef de l'entreprise est venu se plaindre avec son président, m'a envoyé des messages. Et pratiquement, il me menaçait. Qu'on a pris son argent, on ne l'a pas payé. Quand il a fini, il lui a demandé s'il a fini. Il dit qu'il a fini. Il dit maintenant, mon ministre de transport est là. Il dit, vous savez, quand on est des amis, comme on dit, quand on donne 1000 francs à deux personnes, chacun doit avoir 500 francs. Si tu les vois se bagarrer, il y a un qui a voulu prendre plus de 500 francs. Il dit, on est des amis. Il dit oui. Nos pays sont amis, oui. Il dit, mais maintenant, dans votre pays, est-ce que vous aurez accepté que des citoyens de mon pays viennent, ils prennent des terres sur lesquelles il y a 11 000 villageois. Ils s'entendent avec vous. On ne parle pas du recasement des 11 000 villageois. Leur sort n'est pas traité. On prendra un bâton pour les cravacher et les chasser. Ensuite, il fait le port. Il n'y a aucun citoyen de votre pays dans l'entreprise. Le port sec là. Mais qui va amener ces marchandises? C'est les entreprises du pays. Au moins des nationaux dans l'entreprise. Je fais le port moi seul dans votre pays. Je chasse les citoyens. Est-ce que vous aurez accepté ça chez vous? Il dit, ah, si c'est ça, lui ne va pas accepter. J'ai dit, donc voilà, donc il prend tes 500 francs. Moi, je garde les miens. Ce que je vous propose, dès que je rentre, la semaine qui suit, vous levez une délégation qui vient au Mali. Ils vont discuter avec le ministre des Transports et le ministre de l'Environnement, identifier le lieu, rencontrer la Chambre de commerce, discuter quel est l'intérêt du Mali dans ce qu'on va faire. Et on fait toute la suite. En ce moment, on me soumet des conclusions que je vais soumettre au président s'il veut bien accepter. C'est ça la formule. Même chez vous, c'est comme ça. Il dit qu'il est d'accord. Donc, c'est donner rendez-vous au Mali. Mais j'ai dit, les 30 milliards que vous êtes venus donner ici à des gens, ça, c'est des gens qui avaient le pouvoir d'État. Ils ont privatisé l'État. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Moi, je ne me suis jamais entendu avec eux. 30 milliards, 11 000 personnes qu'on devait chasser chez eux. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, vous voyez dans les réseaux maintenant, l'affaire Securiport, j'ai expliqué aux gens hier. Moi, j'étais ministre de l'Industrie du Commerce à Titi. Je dormais dans les salles de négociation avec ma serviette, ma brosse à dents, pour ne pas sortir. On ferme les salles, je mets 2 chaises côte à côte, je dors là-dessus. Quand on vient ouvrir à 6 heures, je suis là. Parce que c'est ce que les grands pays faisaient. Il y a un grand pays, sa délégation c'est 800 personnes. 800, ils prennent un hôtel, ou 2. Nous on a 4. Il y avait le PDG de la CMDT, l'ambassadeur à Bruxelles, mon conseiller technique et moi. Donc quand on négocie toute la journée jusqu'à 21h et autres, il y en a qui se fatiguent, ils vont dormir. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on suspend à 23h, mais on va reprendre à 6h. Mais quand les Africains voient, ils ne reviennent plus. Donc à partir de 1h, il n'y a plus d'Africains dans les salles. Et c'est en ce moment que les décisions sérieuses se prennent. Donc moi, je suis dans la salle. Dès qu'on ouvre, je me réveille. Et au retour, on a négocié 250 milliards de francs CFA. Depuis là-bas, j'ai envoyé un message à Titi. Quand je suis venu, il faut demander à ceux qui étaient dans le gouvernement. Il a dit au ministre de la Communication, il faut donner les micros au ministre et qu'il explique aux Maliens qu'est-ce qu'on a fait pour le pays. Parce qu'un président d'un pays très puissant a appelé ATT pour lui demander service.
Quoi qu'a fait le ministre du Commerce, qu'a fait là. Le président m'a appelé, il s'est mis à parler Soray. J'ai dit, mais vous croyez que dans leurs services secrets, non pas des gens qui parlent Soray? Il a rigolé un peu. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. Sur les 250 milliards, ils nous ont dit que vous avez un programme de financement dans lequel on va verser tout argent. Mais la raison pour laquelle on a donné là, il ne faut pas en parler. Politiquement, ce n'est pas bon pour nous. J'ai dit, nous là, on cherche nos sous. 50 milliards de francs CFA, c'est ce que nos cotonculteurs perdaient par an. Si vous nous donnez ça là, est-ce que ça vient de quoi ou quoi? Ça, ce n'est pas notre affaire. J'ai expliqué au président. Donc, personne dans les institutions n'a dit d'où vient la raison. Mais on a nos 250 milliards dans le programme d'appui au Mali. C'est dans ce montant qu'on a pris 40 milliards pour refaire l'aéroport. Le nouvel aéroport de Bamako. C'était presque fini quand Atité est tombé. Quand Ibeka est revenu, ils sont revenus, ils ont repris. Et c'était fini. Il y avait un système de sécurité aéroportière. Quand vous venez, vous mettez vos deux mains sur les trucs électroniques, vous regardez, on vous photographie. C'est cette photo qui passe dans tous les circuits de l'avion. Pourquoi? C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'est trouvé des Maliens, parce qu'ils ont le pouvoir d'État. Ils ont été à voir un étranger avec lequel ils ont fricoté pour venir créer une nouvelle société ici. On a enlevé les systèmes techniques qu'il y avait pour amener un système étranger. Et on a fait une société où l'État n'a que 25%. Et pour légaliser, on fait passer un conseil des ministres. Parce que l'oligarchie, parce qu'il y a beaucoup là-dedans. Vous avez des militaires, vous avez des juges, vous avez un très grand nombre de politiques, des hommes d'affaires. Les gens qui ont pris le Mali en otage. Donc, les 115%, c'est pour cet étranger. Comme son pays est puissant, on ne peut rien leur faire. On ne donne à l'État que 25%. Et on signe le décret. Le fonctionnaire qui ose dire que tu n'es pas d'accord là, c'est tant pis pour toi. Le décret passe. Au moment de signer le contrat, même les 25% là, on les fait disparaître. Et l'argent sort par an. Ça tombe sur les comptes des étrangers. Et ces étrangers enlèvent les 25% de l'État qu'on renvoie au Mali et à l'extérieur. Des sociétés écrans sont créées et on redistribue entre les membres de l'oligarchie. On a calculé récemment. Ça fait 40 milliards, tout l'argent réuni. C'est exactement le prix d'un nouvel aéroport au Mali. Mais l'argent partait dans la poche de quelques individus. Je peux continuer à floraison à vous citer des... Donc quand vous dites que vous venez pour lutter contre la corruption, vous voyez un gouvernement qui vous dit qu'il ne veut pas faire ça. Mais ce gouvernement a d'autres idées. Dans la première partie de la transition, on ne nous a pas parlé de lutte contre la corruption. Moi, je savais pourquoi. Parce que l'objectif, ce n'est pas lutter contre la corruption, c'était de s'occuper des 3 militaires là. Les Monebo dont je vous parlais là. Parce qu'on se disait que les 2 autres qui restaient là, c'est facile de les encercler. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas là-dedans. Mais en levant 3, les autres vont se chercher. Et ils ne vont plus penser au pouvoir. Imaginez-vous qu'il y a un ambassadeur qui a même envoyé un message à dire à un de ces gens-là, on t'enlèvera de ton poste dans quelques jours. Tellement il était sûr. Voici la situation du Mali. Si les Maliens ne le comprennent pas, on ne va pas s'en sortir. C'est pour cela que ces derniers moments, je n'explique que ça tout le temps. Aux Touaregs, aux Maliens, aux Soray, aux Dogons. Quand on a tué 12 et quelques personnes dans ma commune, j'ai reçu les sortissants de ma commune ici. Je leur ai dit, vous savez, moi je peux enlever dans mon salaire pour vous soutenir moralement. Mais les vies humaines chez nous, là, elles ne sont pas plus chères que les vies humaines à Bandiagara, à Nara.
Les militaires qui sont morts, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont morts. D'autres, c'est dans des pirogues, ils sont noyés. Leurs parents ne savent même pas où est-ce qu'ils sont. Je dis donc, il y a un coût que le peuple malien doit payer. La sécurité du Mali n'a pas de prix, mais il y a un coût. Ce coût, il est matériel, il est financier, il est humain. Notre peuple va le payer. Parce que tous les grands peuples dans l'histoire, aussi longtemps que vous remontez, moi j'ai lu beaucoup l'histoire de ceux qui font les fanfarons nous donner les leçons aujourd'hui. À un moment donné de l'histoire, leur peuple a souffert. Il a payé le prix du sang pour être libre aujourd'hui. Et c'est ce qui me fait dire aux militaires que leurs enfants, que le président de la transition a bien recevoir récemment les pépites de la République, moi je souhaite qu'un jour, qu'on soit présent ou non, que leurs enfants, leurs petits-enfants puissent aller dans un lieu et dire que c'est là que gît mon père, mon arrière-grand-père, civil ou militaire qu'on a tué dans les années 2000, dans son village, dans son champ, dans un bateau, sur le front, pour être libre aujourd'hui. Peut-être que nos petits-enfants, eux, ils vont le dire. Mais avant, là, il faut qu'on paye ce prix-là. Si on ne le paye pas aujourd'hui, c'est fini pour nous. Et Dieu ne l'acceptera pas. Et c'est pourquoi j'ai mis en garde hier dans un long discours que tous ceux qui vont trahir le Mali, qu'ils soient dirigeants du Mali ou dirigeants des pays étrangers, Dieu ne le laissera pas en paix. Dieu ne va pas lui donner le chemin. Mao Maniko Kibé transition tient Kamali Lamolo, Arabi Lamolo. Je l'ai dit, je le répète, j'ai dit aux gens du M5 tout le temps. J'ai dit même si vous êtes deux, restez chevillés à vos convictions. Ceux qui cherchent les places là vont partir. Ceux qui luttent pour donner des places à des gens, ils vont se tromper. Tu ne peux pas prendre un sac où il y a des bons arachides. Tu vas chercher des mauvais arachides juste pour remplir le sac. Dans un jour, tu auras un sac où il n'y a rien. Aucune graine d'arachide que vous pouvez manger. Donc, restez chevillés à vos convictions. Donc, mesdames et messieurs, j'ai fait une longue histoire pour vous dire que ce qui vous arrive aujourd'hui, si on ne le règle pas, le Mali ne sera pas le Mali auquel on rêve. Le désordre et la violence au centre n'étaient pas prévus. On l'a mené au centre pour qu'on oublie le nord. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer le nord. Mais on ne doit pas vous oublier. Et je crois que le ministère de la Défense est là. Ce que je voudrais, demander une audience. Donner les détails. Ce n'est pas la peine qu'on soit sur le pour que la Défense s'en occupe. Le ministère de la Défense s'en occupe. Je vous dis, moi-même, souvent, je suis un agent d'information. Dès qu'un maire m'envoie un attroupement de terroristes quelque part qui menace les populations, immédiatement, je les transmets au ministre de la Défense. Et je peux témoigner qu'il y a des lieux où le maire m'a appelé 2 jours après pour me dire que vraiment ils sont revenus dans leur village. Sinon, ils avaient fui. Et les terroristes se cherchaient. Dès qu'ils ont appris qu'il y a l'armée dans les parages, ils ont disparu dans la nature. Mais il faut le faire de façon ferme. Même si c'est votre frère de lait, s'il est dans la violence contre vos populations, il ne faut pas le protéger. Parce que moi, j'ai reçu des gens ici, des parents. Je leur ai dit, donnez-nous les détails. Pourquoi s'en occupe? Le monsieur m'a dit qu'honnêtement, il craint pour sa vie. Lui, il ne peut pas parler. J'ai dit, mais si vous ne parlez pas, ça ne sert à rien. Si moi, je n'ai pas d'informations, comment on va agir? Ça sert à quoi de venir te plaindre dans mon bureau et tu ne veux pas donner des détails? Parce que ces détails-là, ce n'est pas pour moi. S'il me les donnait, je les communiquais au ministre de la Défense, au service de sécurité. Donc, la défense de notre pays, ce n'est pas seulement l'affaire des militaires. C'est l'affaire de tout le monde. N'acceptez pas que les gens, au nom d'une certaine politique, manipulent nos populations. Cette histoire de 100, 200, on est à 300 et quelques partis aujourd'hui. Vous savez, le 28 août, il y avait 200 et quelques, maintenant on est à 300. Alors que les assises nationales ont demandé de limiter le nombre de partis. On se pose la question, pourquoi cette floraison de partis? Il y a beaucoup d'interrogations. On est en train d'appliquer les résultats des assises.
Les assises ont demandé de diminuer les partis. Pourquoi on ajoute 100 partis encore? Je vous assure que la manipulation ne pourra plus gouverner le Mali. Tous ceux qui sont dans la manipulation, Bichoro, ou Yerema, il faut être chevillé aux intérêts supérieurs de notre peuple. Moi, je suis convaincu dans quelques temps, je ne peux pas vous dire la date, même la défense a été un peu dépassée, je crois, mais notre pays va retrouver la quiétude. Parce que quand on a recouvré nos territoires, on va s'occuper de ces groupes terroristes. Et ils sont tous sponsorisés. Nous avons les preuves concrètes aujourd'hui que tous les groupes terroristes sont créés, sponsorisés, financés, entretenus, formés par des services secrets de pays étrangers, avec un objectif, déstabiliser notre pays. Sinon, la violence, les terroristes étaient confinés au nord du Mali. Pendant qu'on a 50 000 forces étrangères sur notre terrain, sur notre pays, ça s'est éteint sur 80%. Ça n'a pas suffi, ça a attaqué le Burkina, où il y avait des gens où se passaient les négociations des terroristes, en croyant que ça peut sauver un pays. Aujourd'hui, c'est allé à l'ouest. Je disais aux gens l'autre jour que ça me faisait sourire, parce que moi j'écoute depuis 5h30 jusqu'à 9h30, moi je m'occupe uniquement des informations, pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais vous savez, le haut représentant de l'Union européenne, en quelque sorte leur ministre des Affaires étrangères, il dit qu'ils sont allés donner au Ghana 600 000 euros, à peu près 40 milliards. Mais au Ghana, il y avait des inondations quelques jours, on n'a pas entendu. Ils ont besoin d'argent pour les infrastructures. Mais il dit qu'ils vont acheter des armes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils donnent l'argent pour acheter des armes, mais il n'y a pas d'argent pour développer. Mais les terroristes viennent d'où? Ils viennent du nord du Mali. Pendant qu'ils étaient là, moi j'ai vu que les Africains comprennent. On a diagnostiqué cette maladie. Je vous assure que toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Même les dirigeants, je dis que tous les Maliens les regardent. Les politiques, je leur ai dit, tous ceux qui sont dans les jeux politiques. Moi, je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Les militaires, là, il faut les soutenir politiquement. Parce que quand il n'y a pas d'accord politique, d'entente, il y a le désordre dans un pays, les militaires ne peuvent pas se battre tranquillement au nord contre l'insécurité. Il a sa femme, ses enfants, sa mère, son père, qui ne mangent pas. Il y a des manifestations partout dans le pays. Mais il ne peut pas se battre. On a un pays très organisé, vous le savez très bien. On dit qu'ils ont les meilleurs services secrets. Et ils ont fait 6 mois dans des manifestations contre une loi. Mais leurs affaires sont tombés sur eux l'autre jour. Ils en ont tué plus que dans toute leur histoire. Parce que le président s'est entêté, ou disons le chef, le premier ministre. 6 mois, les gens étaient dans les manifestations. Quand on les a tués, maintenant ils se présentent en chef de guerre pour tuer des innocents. C'est pourquoi je dis toujours aux politiques, soutenons les militaires. Aidons-les à avoir l'esprit à la guerre pour libérer notre pays. Quand le pays sera libre, il y aura le retour des services sociaux de base et que nous ayons l'intelligence et la sagesse de ne pas croire que la force militaire règle tout. Ce n'est qu'un début. Il faut appeler à mener l'État, qui est l'administration d'État, les services sociaux de base pour que les populations croient que le Mali est de retour. Tout le reste des discours, c'est de la démagogie. Certains disent le Nord n'est pas développé. Mais les Dogons qui passent le temps dans les champs pour cultiver leur mil, ils ne viennent pas parler de développement. Ils cherchent à avoir leur mil. Les autres certains font la guerre en disant qu'il n'y a pas de puits. Moi, je dis aux gens, faites attention, je viens du Nord. J'ai marché à pied jusqu'au lycée. Toutes les souffrances des populations du Nord, je les ai vécues. La sécheresse de 71-73, ça fait que j'ai abandonné l'école. L'autre jour, j'ai dit au premier ministre nigérien, moi j'ai fait une année d'école buissonnière, j'étais au Niger, il s'est mis à rire. On était des baragnini dans un marché. Donc il n'y a pas de souffrance que moi je n'ai pas vue. Les gens de notre génération, ils ont quitté, on est parti en Côte d'Ivoire, au Ghana, et ainsi de suite. Beaucoup ne savent pas qu'en Soraï, même le coup, là, les banancous, là, comme on dit, en Soraï, le nom
C'est le nénuphar de Koumassi. Parce que les premiers coups qui sont arrivés au nord, là, ils viennent du Ghana. C'est quand on a fait la route Sévaré-Gao que les gens de Gao ont commencé à avoir beaucoup de choses. Bon, ceux qui ne voyageaient pas, nous, on venait des villages. C'est au lycée ici qu'on a vu la mangue, sinon avant on voyait dans les livres, la banane, c'est dans les livres qu'on voyait. Les gens ont commencé à avoir beaucoup de choses parce que tout venait de ces pays. On partait au Ghana, au Nigeria. Mais donc des gens du Nord aussi ont immigré en Libye, en Algérie et autres. Mais nous, nos parents, ou les Sarakolés de Caille qui sont à Paris, les gens travaillent de 6h à 22h. Mais le peu qu'ils ont, ils envoient à leurs parents. Dans mon propre village, les 80% des braves valides sont en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et autres. Ça, c'est avant la rébellion. Mais les gens qui ont quitté, certains ont été dans l'armée libyenne. Qu'est-ce qu'ils ont fait au nord? Kadhafi vous donne des armes pour venir tuer les gens. Et vous dites que ce n'est pas développé. L'Agence nationale des investissements, c'est un ressortissant du Nord qui a dirigé pendant 10 ans, qui l'a empêché d'investir. L'Agence nationale pour le développement du Nord, l'ADN, c'est ici à la primature, c'est récemment que j'ai envoyé au ministère de la Réconciliation. Ça fait 20 ans que c'est dirigé par un ressortissant du Nord, qui l'a empêché d'investir. Un an avant la chute de Atiti, ou quelques années avant le début de son mandat, et beaucoup vivaient de l'illusion qu'il fallait caresser les gens. On a fait la conférence de Kidal. Sous Atiti, il a été mobilisé 500 milliards de francs CFA pour Kidal, parce qu'il voulait sauver son mandat. Mais Atiti n'a pu rien faire là-bas. On achète des voitures, les terroristes les détournent, les détruisent. On fait des routes, on fait des ponts, disons des puits, ils viennent les détruire. Quand vous voulez faire des routes, ils viennent tuer les ouvriers. Les gouverneurs, les préfets, les maires étaient tous de Kidal. D'ailleurs, les gouverneurs ne l'ont pas sans demander aux gens de Kidal. C'est eux qui disent nommez tant, ne nommez pas tant. Dans les autres régions, le gouverneur, c'est le président qui nomme. Mais là-bas, on demande d'abord aux gens de Kidal, qui vous voulez comme gouverneur? Donc, c'est des faux arguments utilisés par l'extérieur qu'on donne à ces groupes terroristes pour venir manipuler la population. Et les gens tombent là-dedans. Ceux qui font ça à Kidal, qui font couler ce sang, il y a des Soudanais et des Tchadiens dans les mines d'or. L'or, là, ça va où? On sait plus ou moins où ça va. Une partie, ça vient à Bamako. Ils viennent corrompre ici les membres de l'oligarchie. Ils ont des villas, des châteaux avec des piscines. Leurs enfants sont dans les grandes écoles. Et à Kidal, les enfants n'étudient pas depuis si longtemps. Moi, j'étais ministre de l'Industrie du Commerce, on a eu des bagarres, on a fait des exonérations en contournant le ministre. Parce que j'ai dit que c'est des fausses exonérations. Au nom des populations du Nord, on fait sortir des milliards des caisses de l'État. On le repartit entre des individus dans la banlieue de Bamako. On donne la part de l'oligarchie. Et on fait la démagogie. Moi, j'ai dit aux gens hier, après que j'ai parlé du fait que certains voulaient qu'on tue tous nos frères blancs et noirs. Et j'ai dit en 1989, sous l'UDPM, il y avait 10 sections de l'UDPM. Sur les 10, les 8 avaient comme secrétaires généraux et députés nos frères arabes et touaregs. Personne n'en a fait un problème. En 1994, on a recruté tous les Touaregs, tous les Arabes et les Sonrais qui ont des diplômes. Même ici, j'ai des gens ici qui ont été recrutés comme ça. Ils n'ont pas fait de concours. Mais les Sonrais, les Arabes, les Touaregs, les peuples du Nord, ils ne sont pas mieux que les autres citoyens. Les Maliens ont accepté qu'ils intègrent sans faire de concours. Parce qu'ils pensaient que c'était le coût qu'il faut payer.
On a intégré dans l'armée 2500 sur une armée de 7500 hommes. On a accepté. Dans quel pays on a vu ça? Dans aucun pays du monde. On a accepté parce que c'était le coût à payer. Mais beaucoup ceux qui ne savent pas, c'est qu'avant le coup d'État de 1991, le chef des rebelles, Yadagali, il était ici à Bamako, dans une villa avec la plupart des chefs rebelles. Ils ont dit qu'au président il reste seulement 240 personnes en vie. On devait les cantonner. Le cantonnement était prévu à Gao le 28 mars 1991. Le chef d'état-major des armées, Ousmane Koulibaly, pourquoi on ne l'a pas arrêté le 26 mars? Parce qu'il ne s'occupait pas de maintien d'ordre. Il s'occupait des problèmes du Nord. C'était prévu quoi? Tous les chefs rebelles ont dit chacun ses besoins. Le président a dit au ministre des Finances de leur donner ce qu'ils veulent. Certains ont demandé des champs et des tracteurs. D'autres ont demandé de la terre à l'Office du Niger pour faire l'agriculture. On devait les cantonner le 28 mars 1991. Il faut un test. Ceux qui sont aptes vont dans les forces armées de sécurité. Ceux qui ne sont pas aptes, on leur apprend des métiers. Le chef d'état-major général des armées n'est plus parti, parce qu'entre-temps, vous savez ce qui est arrivé. Puis on a dit, oui, les rebelles, on les a matés, c'est la dictature qu'il y avait. Et on nous a baladés pendant un an, conférence de Ségou, de Mopti, de Petita. On nous a amené 2 Français, Ahmed Baba Miske et Edgar Pisani. Un ministre français et un ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie avec la nationalité française. Pour nous réécrire, faire un nouveau narratif du Nord. Les Maliens du Sud sont allés coloniser leurs frères au Nord. Et on fait le pacte national. Tout le monde a applaudi. Les gens viennent nous dire maintenant qu'ils sont 3600. Et on intègre. On intègre 2500. Les autres ils vont dans la fonction publique. Tout ça, on a fait pour la paix. Et ils ont trouvé des nouvelles alliés. J'ai dit aux gens, le président a tenu un discours dont j'ai la copie, le 22 avril 1994. Il dit que les soulèvements, les rébellions des populations du Nord sont d'essence démocratique. Et que c'est pour cela qu'ils les ont soutenus. Ça veut dire qu'avant le changement de régime, l'extérieur est arrivé à mettre les forces politiques maliennes avec des groupes sponsorisés de l'étranger. Le président est devenu le principal idéologue du mouvement séparatiste. Comme étant l'illusion de se dire que c'est en intégrant, en faisant tout, qu'on va avoir la paix. Mais quelqu'un qui n'est pas de bonne foi, vous ne pouvez pas acheter la foi. La conviction et la foi, on ne peut pas les changer. La corruption, on peut généraliser pour tromper les partis. Mais quelqu'un qui décide de faire du mal, il ne peut pas. Parce que les gens sont venus. Ils sont venus de l'extérieur. Les Touaregs, les Arabes maliens n'ont rien demandé à personne. La preuve, c'est que le colonel Ousmane Koulibaly, dans les négociations, en face, il n'a trouvé que des gens qu'il a mis à l'école. Parce qu'avant, toutes les écoles au nord, c'était des écoles nomades. Mais maintenant, celui qui veut, on le tue. Tous les chefs rebelles, là, c'était des anciens élèves qui logeaient chez lui. D'autres étant au lycée ici, logeaient chez lui. Parce que quand on vient du nord, là, nous, on n'a pas de logeur. S'il y a un parent, on va chez lui. Et lui, tous les gens qui venaient du nord logeaient dans sa famille, à Bamako, je ne sais pas, Daouda Boubou, à Tomokorobou. Donc il s'est retrouvé avec la plupart des chefs rebelles devant lui. Mais il leur a dit, mais on vous a discriminé sans vous mangez chez moi tous les jours. Parce que vous êtes allé en Libye, on vous a donné des armes. Mais le président a dit au président de la Libye, si vous mettez le feu au Mali, je vais mettre le feu dans tes palais. Il a dit à Tarakabo. Et comment il a fini? C'est lui qui les a poussés. Après, on s'est trouvé des présidents nègres qui se sont mis au service de la rébellion. Comment ils ont fini, vous le savez? En 1994, on a trouvé un autre président qui s'est mis avec des Maliens dans un complot contre notre pays. Où est-ce qu'il est? Tous ceux qui se mettent contre le Mali, que vous soyez un président ou non, à la tato comme ça,
Le 24 mars, c'est de l'extérieur qu'on voulait un avion pour faire fuir le président. Il leur a dit que ni lui, ni son enfant, ni sa famille, ni ses petits-enfants, personne n'écrira dans l'histoire qu'il a fui du Mali. Et c'est pourquoi RFI a annoncé à 22h que le régime est renversé. Parce que c'est eux ils savent. Mais après, quand ils ont déstabilisé notre pays en 2012, c'est eux qui ont venu présenter un avion pour lui dire de sortir. Ils font la même chose. Quand on vous déstabilise là, à la fin, on va vous donner une porte de sortie, vous rentrez dans l'avion et vous amenez à l'extérieur. Et les dirigeants, ils font ce qu'ils veulent avec eux jusqu'au nouveau cas. Quand les Maliens ont commencé à se moquer des militaires maliens, les gens sont dit, ah, donc on a à la tête de l'État les gens qu'on veut. Et on s'est retrouvé des gens qui partent, on tue les Maliens, on égorge les Maliens à Kidal. Et ceux qui organisent ça, c'est pas vendre les... Si c'était à refaire, je vais le refaire. Mais ça, c'est quoi ça? On tue des Maliens. Au lieu de pleurer, vous dites, je vais le refaire. Est-ce que vous savez que les soldats maliens qui sont rentrés dans le camp de l'aménagement, les armes qu'on a retirées de leur main, quand l'armée a voulu les récupérer, le commandant en chef de l'aménagement, un général des forces spéciales françaises, Hervé Gomard, il a dit aux Maliens, ça c'est des butins de guerre qui appartiennent à la SEMA, vous ne les aurez pas sans leur autorisation. C'est en 2014. Il fait ses mémoires, moi je suis en train de les lire aujourd'hui. Comment ils ont divisé le Mali. Quand on a créé Barkhane, le chef de l'armée française est venu faire une revue des troupes militaires à Faya-Largeau, où il y a la base de Barkhane. Vous savez ce qu'il a dit aux soldats? Il leur a dit, nous sommes venus ici, nous étions venus ici à 100 ans. Nous sommes partis d'ici il y a 60 ans. Donc au moment de la colonisation des indépendants. Maintenant que nous sommes venus, nous sommes là pour 100 ans. Ça c'est pour que ces soldats comprennent qu'ils ne sont pas venus comme ça. C'est pourquoi tous les discours que je tiens actuellement, vous aurez compris. Moi, je ne parle pas de combat politique à Bamako. Parce que de toute façon, Dieu a son agenda. Je parle du Nord et de la conscientisation des Maliens. Parce qu'il faut que nos soldats, nos citoyens comprennent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce qu'un gouvernement, il faut que tes citoyens sachent ce que tu fais. Les autres n'ont pas peur des élites. Ils ont peur des peuples. Je vous assure que le 14 janvier 2022, si les Maliens n'étaient pas sortis à plus de 4 millions ici, la transition serait partie déjà. Mais c'est ce jour que s'est joué le destin de la transition. Parce que le peuple malien a dit à la face du monde, ces hommes-là, ce qu'ils sont en train de faire, ça nous convient. Parce qu'aucun président en Afrique, les pays qui nous critiquaient là, personne ne peut sortir 4 millions le même jour à son appel. D'ailleurs, chez nous, les présidents dits démocratiquement élus étaient élus avec 1 million 200 000 personnes. Même si au Mali, on n'a pas une surprise près. Hein. Je vous dis qu'on a un député ici qui a été élu avec 80% des suffrages. Et vous savez, dans son cercle, combien ont voté? 5 personnes. Et il y a eu un à voter contre lui, et il a eu 4 votes favorables dans sa voix. Donc 3 personnes ont voté pour lui. Il est devenu député de la République avec ça. Il s'assoit, il prend l'argent. Donc un président avec 1 200 000 voix, ce n'est pas étonnant. Dans tous les cas, c'est le peuple. C'est pourquoi moi, je passe mon temps. Certains me disent, monsieur le Premier ministre, vous perdez trop de temps dans les audiences, ainsi. Tous les jeudis, même si l'association des fous du Mali demande d'avoir le Premier ministre, je vais les rencontrer et leur expliquer ce qui se passe. Parce que quand on aura une masse critique des Maliens qui vont comprendre ce qui se passe là, même s'il n'y a pas de dirigeants, le Mali va aller. Mais tant qu'il y a des dirigeants qui parlent, il n'y a personne derrière eux là, on va les éliminer un jour.
organiser un complot contre eux, on va trouver des politiques, leur donner de l'argent qui vont les renverser, on va manipuler l'opinion publique et les gens vont croire. Mais quand le peuple sait ce qui se passe, même si un quitte, un autre va venir. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est pour expliquer aux Maliens qu'est-ce qui se passe chez nous. Il n'y a rien au hasard. Tout ce qui se fait chez nous est organisé par des stratèges. Parce que la finalité, c'est de réoccuper l'Afrique, exploiter les minerais. Vous voyez, en RDC, les gens sont en train de se tuer, mais le cobalt, tous les minerais sont exportés. Ce n'est jamais arrêté. Vous savez que depuis 2011, l'ONU a pris une résolution pour demander à la MONUSCO de quitter la RDC. Mais au matin, ils sont là-bas. C'est quand nous avons donné un délai, sans délai dit de quitter le 31 décembre, que j'ai vu récemment une lettre du ministre des Affaires étrangères de la RDC, qui a demandé aussi de quitter avant le 31 décembre. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place? Mais nous avons dit qu'ils vont quitter, et ils vont quitter. S'il plaît à Dieu ou à notre peuple, ils vont partir. Et notre armée a dit qu'ils vont partir. C'est pourquoi quand on a pris la base de Berre, c'est comme une arête dans leur gorge. Parce que Berre était la place tournante. Ils esclavagisaient les populations du Nord. Ils avaient leur école, leur prison, leur justice, leur mine d'or. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Un merci, tu ne fais pas leur affaire, on te tue. Un opérateur économique, on te tue. Donc tout le monde est esclavagisé et il accepte tout. Et du reste du Mali, on danse. Les membres de l'oligarchie voyagent. Ils ont des parfums, ils parlent les langues étrangères. Et avec Touabouka Fodé, ils descendent dans les avions, on les montre, tout le monde est complexé. Et les gens les admirent. C'est à ça que nous voulons mettre fin. Voilà ce que je voulais que vous compreniez. Faites confiance à notre armée. Elle va nous restituer, elle l'a déjà fait, notre honneur et notre dignité. La défense est là, et ils ont compris. Je crois que le compte rendu sera fait à qui de droit. Et je vous félicite de ce que vous faites. Parce que lui, ça lui coûte quoi? Vous voyez son ventre là. Il pouvait être dans sa maison, son climatiseur nuit et jour, il n'a aucun problème, ses enfants sont grands, il n'a aucun problème. Il a mal au cœur, il a été opéré, mais il marche, il vient. Un ancien chef d'état-major, c'était la mort dans l'âme, il voyait ce qui se faisait. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il est content, mais comme chez eux là, on dit rien. La grande miette, je ne sais pas s'ils sont contents ou non. Je vous assure que le fait que vous démarchez pour les situations de vos villageois là, c'est à votre honneur. C'est ça qui me fait chaud au cœur. Quand nous voyons des citoyens, quelle que soit leur fonction, qui se mettent ensemble pour penser à ce qui se fait dans leur zone, ça renforce les dirigeants. Ça donne du courage aux militaires. Et notre pays, on va le libérer. Inch'Allah, notre pays va être libéré. Voici, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. Et je vous assure que ce que vous avez dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est déjà entendu, mais le fait que vous le dites, on va le dire à qui de droit encore. Et d'ailleurs, ils ont le représentant ici. Je veux que vous leur mettez cette copie-là immédiatement. Vous faites des copies là. Il faut que nous aussi, on ait un à côté de moi pour que je regarde. Sinon, les Dogons là, eux aussi, ils veulent créer la République. Bon, je vais être le président là-bas. Pas du tout. Comme ça, tous ceux qui veulent nous diviser, on va les frapper pour nous unir. Voici, chers cousins, ce que je voulais vous dire. Je vais vous piquer souvent dans les sorties. Parce que quand je vais détendre l'atmosphère, seulement je parle de mes cousins Dogon, ça fait rire tout le monde. Mais en réalité, c'est parce que vous avez le dos large, vous êtes les cousins de tout le monde, des Soraï, des Tamashek, même les Koulibaly, eux aussi, il paraît qu'ils disent que vous êtes leurs cousins. Les Bamana, vous êtes leurs petits frères. En tout cas, merci beaucoup. Et beaucoup de succès. Continuez à vous battre, ne vous taisez jamais. C'est parce que des hommes et des femmes ont refusé ce qui se passait, que finalement, on a trouvé des gens qui ont eu le courage
de dire non un jour. Même récemment, moi j'ai envoyé à un Sénégalais, un chef de radio, je lui ai envoyé un article que j'ai écrit en 2020. Le refus de l'obéissance, son heure est arrivée. Ça c'est avant la création du M5. Parce que moi je suis convaincu que tôt ou tard, notre peuple va sécréter des gens qui vont lui restituer son honneur et sa dignité. Et il ne peut pas le faire sans vous. Certains sont venus, le Premier ministre a été parlé à l'ONU. J'ai dit, le Premier ministre, c'est parce qu'il sait que derrière lui, il y a des gens. S'il sait qu'en regardant, il n'y a rien, là, on va le laisser en plein vol. Vous croyez qu'il va parler? C'est parce qu'il sait que s'il parle, tout le monde va l'écouter. Le lendemain, quand j'ai dit au président, vous avez vu le discours, il me dit félicitations. J'ai dit, donc j'ai un parachute. Je suis sûr que je ne suis pas laissé en plein vol. Voilà, cousin, merci bien. La science est levée. On l'a enlevé parce qu'il est d'une minorité. Ils font passer ça en boucle pour énerver la communauté arabe et touareg. Mais si vous dites qu'il est démocratiquement élu, donc c'est la majorité qui l'a élu. Donc vous ne pouvez plus vivre. Mais ils inoculent ça chez les Africains. Et quand vous n'êtes pas d'accord, on vous renverse. On trouve dans vos proches, dans votre entourage, des gens à qui vous croyez, qui font le sale boulot, ou bien qui sont là-dedans. J'ai expliqué aux Nigériens hier, le président Tanja. Vous savez que l'uranium, ça fait près de 130 000 francs le kilo, la tonne. Le Niger ne gagne que 30 000 francs. Tanja a dit, attention, je veux que le Niger ait plus. Ils font beaucoup de négociations. Entre-temps, il y a cette histoire de troisième mandat, sont hasardés. On fait la campagne, ce n'est pas normal qu'il y ait un troisième mandat. Donc on profite de tes fautes pendant que son équipe est en négociation, et puis on le renverse. Et quand il est renversé, la négociation est finie, les 30 000 francs restent. Ceux qui viennent, on prend un peu, on leur donne. C'est comme ça. Moi, je l'ai dit aux Nigériens. À l'indépendance, le président du Niger, il n'était pas le plus populaire. Celui qui était le plus populaire, il n'a pas gagné. On a même voulu le corrompre en lui disant que si tu fais notre jeu, on va t'ajouter la région de Gao du Mali. Donc nous, on allait des Nigériens. Mais heureusement, les relations entre nos deux pays sont bonnes et nos parents, depuis la sécheresse de 1973, beaucoup sont au Niger. Il y a beaucoup de Maliens au Niger. Moi, je suis Nigérien en partie. Mais quand Tanja a dit qu'il n'est pas d'accord, non seulement on l'a renversé, mais la situation des Nigériens ne s'est pas améliorée, plus que sous son temps. Mais entre-temps, on dit démocratie, pluralisme. Mais qui mange la démocratie? Mais on a mis dans nos têtes. J'ai dit à un ambassadeur étranger ici, il ne va pas me montrer un pays dans l'histoire de l'humanité qui s'est développé parce qu'il est démocratique. Ça n'existe pas. Ils se sont enrichis d'abord sur le sang et la sueur d'autres peuples. Quand ils sont devenus très riches, entre eux, ils ont créé un système qui met tout le monde à l'aise. Mais ce n'est pas la majorité. En France, ce n'est qu'en 1952 que la femme a eu droit au vote. À égalité de diplôme, à la date d'aujourd'hui, les femmes souvent n'ont pas les mêmes salaires. Donc il faut qu'on arrête de nous donner des leçons. Quand ils étaient à notre niveau de développement, personne n'a parlé de limitation de mandat. Tant que tu travailles, mais chez nous, vous remarquez, comme c'est eux qui ont amené le système, donc ils ont choisi des gens qui arrivent au pouvoir. Quand tu fais tes 10 ans, tout ce qu'ils peuvent avoir de toi, tous les contrats léoniens que tu peux faire, tu as fini. Tu as construit tes maisons chez eux, tu as tes enfants chez eux, tu as 3 ou 4 nationalités. Toi, tu quittes tout. Parce que le nouveau qui vient là, il va chercher à se légitimer. Donc on va tirer tout de lui. Quand il finit, il s'en va. Parce que vous regardez en Afrique, tous les régimes qui sont renversés, il y a 2 causes. Il y a l'insécurité. Donc le terrorisme, jusqu'à ce que le Mali a compris. Maintenant, tout le monde est en train de faire comme le Mali. Ou bien, il y a quelqu'un qu'eux, ils ont aidé à arriver au pouvoir. Ils l'ont poussé à faire un 3e mandat. Mais ils ne veulent plus de lui. Donc, ils poussent ceux qui sont contre lui à dire qu'il a fait 3e mandat. Et lui aussi, il va chercher des gens pour venir tuer ces gens-là. Un jour, ils se retrouvent contre lui, ils le prennent.
Et ils disent aux nouveaux, si tu ne fais pas comme on veut là, tu risques d'avoir les mêmes problèmes. Je dis vraiment, moi je vais rester au pouvoir. Parce que vous savez, le pouvoir, tu peux durer sans rien faire, mais tu peux faire peu de temps et faire beaucoup. Tout ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, ces gens qui font des sociétés écrans, je viens de vous parler des 40 milliards de l'aéroport, mais des sociétés écrans, c'était jusqu'à Dubaï. Vous imaginez quand les Maliens mouraient de Covid ici. Le président sort, il dit chaque Malien un masque. L'oligarchie s'empare de ça. On sort 30 à 40 milliards de caisses de l'État. Pendant que les Maliens meurent de Covid, l'argent, on fait sortir l'argent. On l'amène à l'extérieur. On va le mettre dans des caisses, on le ramène. On repartit entre les membres de l'oligarchie ici. Entre-temps, les Maliens n'ont qu'à mourir. Quelqu'un a 10 milliards, aux élections, il vient, il prend 1 milliard, il rentre dans le pays. Tous les pauvres qui n'ont pas à manger là, c'est tous les Dogons là qui n'ont rien. Si tu viens donner 500 francs, ils votent pour toi et tu es majoritaire chez eux. Mais en réalité, il n'a pas voté pour toi, il a voté pour ces 500 francs et quelques kilos de mille. Mais cet escroc-là, il est dans une position déterminante dans l'oligarchie. Il est au sommet de l'État. Si vous parlez, on vous casse les reins. Si c'est militaire, on dit qu'on va le dégrader ou le renvoyer de là. On invente un complot contre lui. Imaginez-vous quand les soldats mouraient, on faisait des fosses communes. Il y a des Maliens ici qui se permettent de détourner l'argent prévu pour acheter les vecteurs aériens. On commande 6 hélicoptères, des gens prennent l'argent des 4, ils mettent dans les poches. Imaginez-vous, ils mettent dans les poches. Les deux, on prend des vieux hélicoptères qui appartiennent à des étrangers ici, on les repère et puis on donne à l'armée. Si jamais un militaire vous dit qu'il n'est pas d'accord, on va l'appeler à Koulouba, lui dire si tu ne fais pas attention là, on va te sortir de l'armée. Ou bien tu vas te trouver en prison. Lui aussi rentre chez lui, il ne dit plus rien. Et l'oligarchie continue. On ne peut plus continuer ça. Et ça ne dépend que vous. Faites en sorte qu'aucun dirigeant ne se permette plus de faire ce qu'il veut au Mali. Parce que quand tu atteins un certain sommet dans la haute administration, vous n'avez pas besoin de voler pour vivre. Mais quand vous voulez des milliards, vous devenez un corrompu. Un corrompu qui dirige un peuple que vous rendez ignorant, le pays va reculer. Donc vraiment, on compte beaucoup sur vous. Cousins, mes cousins, je vais vous frapper chaque fois que j'ai l'occasion. Mais si vous comprenez ce qu'il y a au Mali, le Mali va s'en sortir. Beaucoup de vos fils qui sont dans l'armée là, ce n'est pas par hasard, le colon a étudié, il sait que vous êtes bravos. Vous ne reculez pas. Sinon, il y a des gens chez qui ils ne sont pas partis prendre des soldats. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Et merci bien, la séance est levée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci.